Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Pour ceux qui nous regardent derrière leur écran, je précise que nous sommes actuellement au sein du lycée Victor Hugo de Lunel et je tiens à remercier donc monsieur le proviseur adjoint et leurs équipes de nous avoir ouvert les portes de cet établissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mobilités internationales dans le cadre des études supérieures, partir à l'étranger tout en ayant un statut d'étudiant pour une année universitaire, un semestre ou seulement quelques semaines lors d'un stage. C'est une aventure dans laquelle se lancent peu d'étudiants, faute d'informations, par crainte de l'échec ou pour des raisons financières. Et pourtant, vous allez voir à quel point cette aventure est accessible à tous, enrichissante et surtout de quelle manière elle peut servir de tremplin dans vos futurs projets professionnels. Alors quand et comment partir dans un autre pays lors de ces études supérieures? Faut-il être bilingue? Quelles sont les destinations et la procédure? Voilà peut-être le type de questions que vous vous posez. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des informations méthodologiques, mais surtout des exemples de parcours qui vous permettront de savoir si oui ou non cette expérience est faite pour vous. Alors il ne s'agit pas d'une conférence figée, vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions, puisqu'un micro circulera tout à l'heure dans la salle pour ceux qui sont en présentiel. Et si vous êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à nous écrire via le chat. Voilà pour cette entrée en matière. Je vous propose maintenant de découvrir qui sont les invités qui m'accompagnent aujourd'hui en plateau. Je suis en compagnie de Stéphanie Thiessé, qui est responsable des relations internationales à l'IUT Montpellier 7. À ses côtés, Christophe Raymond, directeur des relations internationales et de la francophonie à l'université Montpellier Paul Valéry. Deux étudiantes ambassadrices actuellement en formation sont également présentes aujourd'hui. Il s'agit de Clara Campos, qui a 23 ans, qui est en Master 1 de psychologie des apprentissages scolaires à l'université Montpellier Paul Valéry. Elle est également membre de l'Erasmus Student Network, une association qui a pour objectif d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux, mais aussi de sensibiliser à la mobilité internationale. Elle a eu l'occasion d'effectuer une immersion, c'était à Valence en Espagne en 2021-2022. Et enfin, nous avons Maëlia Bakong, qui a 21 ans et qui est actuellement inscrite en BUT 3 de chimie au sein de l'IUT Montpellier 7. Elle revient tout juste d'un séjour qu'elle a effectué en Écosse. C'était de septembre à décembre 2024. Bienvenue à tous les quatre et merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Clara, Maëlia, nous aurons l'occasion tout à l'heure justement de parler de vos expériences et de votre ressenti. Mais on va tout d'abord prendre le temps d'expliquer ce qu'est la mobilité internationale et pourquoi il est important pour les lycéens qui nous écoutent de commencer finalement à y réfléchir dès aujourd'hui, même s'ils n'ont pas encore obtenu le bac. Alors je le disais rapidement en introduction, la mobilité ne suscite pas un énorme engouement, ça représente à peine 1% des effectifs au sein de vos établissements respectifs, puisque sur les 23 000 étudiants qui sont inscrits à l'université Montpellier Paul Valéry, seulement 250 font cette démarche chaque année. Même chose du côté de l'IUT Montpellier 7, où sur les 2000 étudiants qui sont répertoriés, seule une centaine part faire des études hors de nos frontières. Stéphanie Thiessé, Christophe Raymond, vous me disiez que si vos étudiants étaient finalement casaniers, c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur les études à l'étranger. Je vous laisse justement déconstruire ces idées reçues et nous dire en quoi cette possibilité qui s'offre aux jeunes est finalement une chance et pourquoi il faut s'en saisir aujourd'hui. Stéphanie Thiessé. Alors bonjour à toutes et tous, donc je suis Stéphanie Thiessé. Alors c'est une chance et en effet on peut avoir des idées préconçues sur la mobilité, notamment sur les coûts que ça peut représenter et les avantages on les voit pas forcément, mais je vous invite je vous invite à partir. Ça va vous apporter une ouverture d'esprit, ça va vous apporter des compétences personnelles, professionnelles, une capacité d'adaptation qu'on appellera des soft skills en anglais et qui seront essentielles pour le monde du travail plus tard. Donc ça paraît un petit peu loin de penser à l'étranger, de son CV pour plus tard, mais en tout cas c'est essentiel de développer ces compétences pour l'avenir. Bonjour. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que le fait de partir un temps à l'étranger, c'est une formidable opportunité. Ça peut se faire de plein de manières différentes. La particularité pendant vos études supérieures, c'est que le fait de partir un semestre ou une année dans le cadre de vos études, c'est vraiment une opportunité unique. Parce qu'en fait, le fait de partir pour étudier à l'étranger, ça fait que vous allez avoir à vous intégrer dans une université là-bas. C'est autre chose que du tourisme. Vous allez vraiment mieux connaître le pays, mieux vous y intégrer. Alors c'est un défi, mais nous, ce qu'on voit, c'est que les étudiants, quand ils reviennent, ils sont plus les mêmes et c'est une expérience qui les marquera à jamais. En fait, c'est vraiment une expérience exceptionnelle
dans le sens où, en général, vous pouvez la faire une fois dans une vie, peut-être deux, et après, peut-être dans le monde du travail, mais cette expérience-là, d'étudier à l'étranger, dans le cadre de vos études, il y a quelque chose d'unique. Alors après, on va en parler, il faut le préparer, mais c'est vraiment une opportunité qui demande un peu de préparation, mais qui est vraiment pas à négliger, parce qu'elle amène aussi beaucoup dans son parcours. Vous me disiez, il y en a pas mal qui se disent « ce n'est pas fait pour moi », qui n'osent pas justement par peur de l'échec, alors qu'en réalité, il y a un taux de réussite qui est très élevé et la plupart reviennent avec un diplôme en poche. Oui, alors en effet, la plupart des étudiants réussissent en fait leur cours pendant leur mobilité parce que tout est pensé dès la phase de candidature et de préparation avec des prérequis académiques qui font que les étudiants qui partent en mobilité partent parce que les enseignants attestent qu'ils auront le niveau pour réussir. Donc c'est sûr que partir en mobilité, ça va demander d'avoir anticipé, d'avoir quand même une certaine facilité dans la réussite de ses études déjà en France et aussi d'avoir un niveau de langue qui est celui requis pour la mobilité. Et puis vous disiez c'est une école de vie finalement. Oui, alors complètement, parce qu'en fait une mobilité internationale, certes vous allez pouvoir pratiquer une langue et devenir quasiment bilingue dans la langue de vie dans le pays, mais c'est une école de vie parce qu'en fait vous allez mobiliser toutes vos compétences pour vous refaire un réseau social là-bas, pour vous, comme je disais tout à l'heure, vous intégrer en fait pour découvrir de nouvelles manières d'apprendre dans l'université partenaire, et tout ça en fait ça va vous permettre, comme le disait Stéphanie, de développer des savoir-être, des savoir-faire qui vous seront acquis à vie dans votre milieu professionnel, mais même dans votre vie personnelle en fait, de savoir découvrir l'autre qui est différent de vous, savoir vous insérer dans une société où les codes ne sont pas les mêmes, la manière d'entrer en relation n'est pas la même. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui vous enrichissent ensuite pour toute votre vie. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est qu'un séjour de cette nature, ça se prépare, c'est un projet qui se mûrit, ça prend du temps, donc ça signifie qu'on ne peut pas partir dès la première année post-bac. Justement, à partir de quel moment du cycle est-ce qu'il est possible de partir, que ce soit à l'IUT ou à l'université ? Alors à l'IUT de Montpellier 7, les étudiants ont la possibilité de partir uniquement en 3e année de BUT. Donc le BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, se fait en 3 ans. Et donc les étudiants ont la possibilité de partir en semestre d'études ou pour une année complète d'études à l'étranger en 3e année. On aura la possibilité peut-être de revenir dessus, mais il y a 2 stages obligatoires aussi pendant le parcours, en 2e et en 3e année. Et ils ont également la possibilité de le faire à l'étranger. Quand on choisit de faire une mobilité d'études en 3e année, c'est un projet qu'on va préparer dès la 2e année. Donc on va faire des réunions d'information. On vous laisse pas tout seul. On intervient dans les départements de formation, on présente les partenaires, les bourses de mobilité, ce qu'il faut préparer, etc. Je pense qu'à Polva, c'est un peu différent. Oui, c'est différent parce que les cycles d'études sont pas les mêmes, mais l'essentiel de nos mobilités se font aussi en 3e année de licence et se préparent en effet une année avant. Donc en début de 2e année, vous allez commencer à récolter des informations, avoir des réunions d'information pour candidater et ensuite préparer votre mobilité. Donc la logique est la même. On peut aussi partir en master. La particularité en master, c'est que ce sera plutôt des mobilités au semestre, alors qu'en L3, l'avantage, c'est que vous pouvez partir à l'année. Et quand même, partir une année, c'est là que la mobilité a plus d'impact. Quand on part au semestre, un semestre, en fait, c'est 4 mois sur place. Vous êtes à peine arrivé qu'il faut déjà presque préparer le retour. Donc l'avantage de la mobilité en 3e année, c'est vraiment qu'on peut partir sur une année complète, ce qui, comment dire ça, vous avez plus de retour sur investissement pour toute la préparation de la mobilité que vous avez mise en œuvre. Stéphanie, c'est parfois obligatoire dans certaines formations de partir en mobilité ? Oui, c'est obligatoire pour certaines de nos formations, pas pour toutes. En tout cas, on a un département. Vous pouvez admirer notre superbe kakémono en technique de commercialisation. Donc, ça sera tout ce qui sera business, communication, marketing. Et il y a des parcours internationaux, notamment en business international, où là, la mobilité est obligatoire. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, mais si vous savez déjà c'est quelque chose qui vous intéresse pour l'avenir, je vous invite fortement à rejoindre ce type de parcours. Qui dit mobilité internationale, dit université partenaire. Alors, quelles sont justement les destinations qui sont accessibles à ces échanges au sein de vos établissements ? Finalement, où peut-on partir ? Alors, on peut partir, presque partout, presque.
Au niveau des universités partenaires, à l'UT, on a plus de 60 universités partenaires en Union européenne, en Espagne, Portugal, Lituanie, Norvège, ça va vraiment s'étendre. Et hors Europe, on aura le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, qui sont des destinations qui sont très appréciées par nos étudiants. Et à l'université de Montpellier, Paul Valéry, les étudiants peuvent partir sur les 5 continents. Donc on a vraiment des accords partout, y compris aux États-Unis, en Australie, en Chine. Après, la particularité, c'est qu'il faut regarder dans votre discipline quels sont les partenariats qui ont été noués. Donc voilà. Donc après, le seul bémol, ça va être de regarder selon votre discipline quelles sont les universités partenaires dans lesquelles vous allez pouvoir effectuer une mobilité. Parlons des démarches administratives, puisqu'il y a un calendrier à respecter, une procédure et puis des critères d'éligibilité. Alors la candidature se prépare une année à l'avance, une année académique à l'avance. À l'université de Montpellier, Paul Valéry, vous allez devoir préparer un dossier de candidature que vous déposez début janvier, ce qui est la période entre les 2 semestres d'études. Et les critères, quels sont-ils? La première chose, c'est que les commissions pédagogiques, en fait, sont vos enseignants qui vont vous sélectionner pour la mobilité. Ils vont d'abord regarder, je le disais tout à l'heure, les notes. Pourquoi? Parce qu'en fait, non pas pour sélectionner que les meilleurs, mais pour s'assurer que les étudiants qu'on va envoyer en mobilité sont suffisamment à l'aise dans le parcours en France pour réussir leurs études dans un parcours à l'étranger, dans un autre système universitaire, avec des enseignements dans une autre langue. Donc ça, c'est un premier point qui est regardé. Ensuite, les enseignants vont regarder également la lettre de motivation où vous expliquez votre projet de mobilité. Et c'est là aussi que ça vient pondérer l'aspect académique. Si vous avez un projet qui est vraiment construit, parce que je veux faire ça comme mobilité, parce qu'après je veux intégrer tel master et que ça fait sens, voilà, c'est à vous aussi de montrer que vous avez un vrai projet. Et c'est ça qui est intéressant dans la mobilité internationale, en fait. C'est que c'est vraiment du montage et de la gestion de projets qui est ensuite une compétence que vous pouvez réinvestir dans le monde professionnel. Donc c'est aussi un aspect intéressant. Voilà pour les critères de sélection, vraiment une part académique et une part sur le projet. Et bien sûr aussi, il faut valider le niveau de langue requis. Mais en fait, ça, nous on sélectionne pour la mobilité, puis après c'est à l'étudiant, d'ici son départ, de valider le niveau de langue. Est-ce que ça fonctionne de la même manière via l'IUT ? Ça sera quasiment le même fonctionnement. Donc, c'est vos correspondants en relations internationales, on appelle les enseignants comme ça dans vos départements de formation, qui vous sélectionneront sur base de votre motivation, de vos relevés de notes, etc., des niveaux attendus aussi dans les universités partenaires. À savoir que certaines universités demandent au moment où vous allez, un peu avant où vous allez partir, d'attester de votre niveau de langue. Donc, comme le précisait Monsieur Raymond, c'est quand même pas mal de travailler son niveau de langue. Vous avez pas mal d'outils maintenant qui existent, des applications comme Duolingo, où maintenant il y a pas mal de séries qui existent sur différentes plateformes pour vous entraîner et apprendre une langue. Et aussi, vous avez vos cours au sein de votre lycée ou dans votre parcours académique dans l'enseignement supérieur par la suite. Alors, on l'a bien compris, il ne faut pas être bilingue pour partir. En revanche, est-ce que les candidats vont devoir passer le TOEIC ou un test d'admission spécifique pour évaluer justement leurs acquis ? Oui, alors ça dépend, c'est vraiment chaque université qui fixe ses critères. Sur Erasmus, la plupart du temps, c'est vos enseignants de langue dans votre discipline qui vont attester votre niveau de langue. En revanche, dans les universités américaines ou canadiennes anglophones ou australiennes, là, certaines fois, c'est même les démarches pour obtenir le visa qui vont définir quel test de langue vous allez devoir passer. Juste un mot sur le test de langue. En fait, ce qui est intéressant quand on prépare un projet de mobilité, c'est qu'on se met, si dès maintenant vous y pensez, vous verrez votre apprentissage des langues de manière différente. Au lieu d'apprendre une langue juste parce qu'il faut valider ses notes et avoir le bac, vous vous dites non, j'apprends une langue parce que derrière j'ai un projet d'aller passer un semestre ou un an à l'étranger. Et là, d'un coup, ça donne une autre motivation pour apprendre. Et comme le disait Stéphanie, d'apprendre avec plein de supports différents. Et c'est là que ça donne une certaine dynamique finalement sur l'apprentissage des langues. Et puis parler la langue du pays dans lequel on va se rendre n'est pas non plus un impératif. Je vous laisse justement nous donner l'exemple des pays de l'Est avec lesquels vous avez des partenariats, Christophe ou Stéphanie. Oui, alors en effet, dans le cadre du programme Erasmus, on peut partir dans tous les pays d'Europe et forcément, on va pas. Si on attendait que vous parliez l'estonien pour partir en Estonie, il y aurait pas beaucoup de mobilité. En fait, beaucoup d'universités d'Europe centrale et d'Europe de l'Est proposent des cours en anglais pour les étudiants Erasmus.
Alors c'est un entre-deux, c'est sûr que ça veut dire que vous allez être entre étudiants Erasmus et vous n'allez pas être intégré à la promotion réellement des étudiants du pays, mais ça vous permet d'aller faire un séjour dans ce pays, de perfectionner votre anglais qui est quand même la langue prérequise dès qu'on veut travailler un peu en lien avec l'international. Et derrière, ça vous permet de séjourner dans le pays et de vous acculturer à la culture, éventuellement d'apprendre des bribes de la langue, de manière beaucoup plus intéressante que si vous appreniez justement l'estonien en France. Voilà. Mais donc en effet, par défaut, c'est vraiment l'anglais qui va être requis pour aller dans ces pays dont les langues sont pas des langues les plus apprises en France. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect pratique et notamment sur les aides et le coût financier d'un séjour à l'étranger. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute les témoignages de Clara et de Maëlia. Partir dans un autre pays dans le cadre de ses études, c'est parfois obligatoire, on l'a dit tout à l'heure, dans certaines formations. Vous, ce n'était pas votre cas. Il n'y avait aucune contrainte. Alors déjà, dans un premier temps, justement, dites-nous pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure en sachant que toutes les deux, vous avez un point commun puisque vous n'aviez jamais quitté le domicile familial et vous aviez toujours vécu chez vos parents. Clara. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Clara et j'ai décidé de partir en mobilité puisque justement, je cherchais moi-même à me challenger et sortir de ma zone de confort puisque j'étais toujours donc chez mes parents, domicile parental. Je vivais à Montpellier et je suis née à Montpellier. Et donc, pour moi, c'était une façon aussi d'aller ailleurs, de me découvrir et d'être un peu indépendante, mais à tout point de vue. Donc, j'aurais pu choisir de faire mes études dans une autre ville, mais bon, on est bien ici à Montpellier. Donc, du coup, je me suis dit que je voulais aller dans un autre pays et justement profiter d'une nouvelle culture, mais de façon, on va dire, plus permanente, de façon plus intense aussi, puisqu'en fait, quand on y va, que ça soit une année ou un semestre, et qu'on sait qu'on va partir, juste le fait de savoir qu'on va repartir, alors on va profiter plus intensément, on va dire, du moment, on va visiter beaucoup plus, etc. Donc il y a une dynamique vraiment où on va vraiment profiter de la vie, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ici, quand vous êtes à Montpellier, je sais même pas si vous avez déjà visité l'Arc de Triomphe, etc. Parce que on est ici, donc on se dit un jour ça viendra. Alors que quand on est dans un autre pays, on se dit c'est maintenant ou jamais. Il faut que je le fasse maintenant. Il faut que j'aille visiter la ville d'à côté. Et c'est en fait une dynamique qui est partagée avec d'autres personnes. Et en fait, ça rend vraiment le moment très intense et très important. Et en fait, c'était cette richesse-là culturelle du pays ou même la richesse des gens. Parce que si je peux me permettre de dire aussi que donc nous on part en mobilité, mais il y a tellement de gens qui partent en mobilité de tellement de pays différents. Donc c'est par exemple, vous allez donc moi je parle de mon expérience, je suis partie à Valence en Espagne et moi je me suis dit je vais être avec pas mal d'Espagnols. En fait non, j'étais avec des personnes de toute l'Europe, beaucoup d'Allemands, d'Italiens, enfin de toutes les nationalités. Et en fait c'est ça qui est très riche aussi, c'est des personnes de parcours différents, d'années différentes, de nationalités différentes, qui fait que c'est encore plus riche et vous apprenez beaucoup de choses des gens, de la façon de faire et d'enseigner aussi. Donc c'est un parcours riche à tout point de vue, donc je vous le conseille vivement. Et vous, Maëlia? Oui, bonjour. Du coup, moi c'est Maëlia. Et je suis vraiment d'accord sur la partie challenge parce que pareil, je passais ma vie à Montpellier et au bout d'un moment, j'avais vraiment besoin de découvrir ce que je pouvais faire toute seule, à quel point je pouvais être autonome. Et c'est vrai que partir dans un autre pays, c'est vraiment le moyen de le faire parce qu'on est seul face à soi-même dans une nouvelle culture et dans une nouvelle langue. Après, pareil, d'un point de vue culturel, on découvre énormément de cultures et exactement pareil, j'étais entourée de plein d'étudiants étrangers d'autres pays. Du coup, au final, on découvre énormément de cultures différentes. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était les différences d'enseignement entre la France et l'Écosse et entre du coup l'IUT et l'université, puisque j'étais en université en Écosse à côté de Glasgow et j'avais aussi envie de voir les différences culturelles d'un point de vue des études et ouais, c'est ça. Concernant le choix de la destination, Clara, vous auriez pu partir en Allemagne ou au Royaume-Uni, mais vous avez choisi l'Espagne puisque vous avez justement des liens familiaux. Vous êtes d'origine espagnole, que vous pratiquiez donc déjà cette langue. Alors en ce qui vous concerne, vous avez vécu quand même une expérience un peu singulière puisqu'au moment de votre départ en 2021, vous étiez étudiante dans un tout autre domaine que celui que vous suivez aujourd'hui puisque vous étiez inscrite en DUT de génie biologie au sein de l'IUT Montpellier 7 et c'est dans le cadre d'un DUETI que vous êtes parti à l'étranger dans la filière des biotechnologies et l'aventure ne va pas se dérouler finalement comme prévu. Je vous laisse justement nous expliquer pour quelles raisons.
Alors, juste pour faire une petite mise à jour, avant le BUT, c'était le DUT qui se déroulait en 2 ans. Et ensuite, on avait le choix, si on avait envie, de faire une 3e année à l'étranger, ce que j'ai décidé de faire. Moi, ça a été un petit cas particulier, mais je pense que c'est bien que vous voyez un peu tous les types d'expériences qu'il peut y avoir aussi, puisque donc moi j'étais la première étudiante à aller dans une université partenaire à Valence, donc j'étais la première, puisque comme vous le voyez, on a les responsables des relations internationales qui font un travail énorme de trouver des partenariats avec d'autres universités, et parfois on est, on va dire, l'étudiant test, heureusement ou malheureusement. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans une formation, donc vous allez voir, en fait, vous allez établir un espèce de contrat où en fait vous allez devoir choisir des enseignements qui doivent correspondre à votre formation que vous suivez. Et moi, c'est ce que j'ai fait en pensant bien faire et en suivant les démarches. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée sur place, j'ai commencé à suivre des enseignements et au bout de 2 mois, j'ai dû tout changer parce que les enseignements ne correspondaient pas. Donc ça, c'est une expérience singulière puisqu'il y a eu un petit problème de communication de ma part vis-à-vis de l'université, etc. Mais après, ça a été très flexible et ils se sont vite adaptés à mes problématiques puisqu'il y a aussi des personnes sur place, peut-être qu'on ne vous l'a pas mentionné, mais sur place, vous avez aussi d'autres responsables des relations internationales qui sont là pour vous accueillir et donc pour écouter aussi toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Et donc, bon, après, ça a été un choix personnel. Moi, j'ai décidé donc de couper court à mes études puisque j'avais aussi besoin d'avoir du temps pour moi, mais justement de profiter de cette mobilité. Et je tenais aussi à vous préciser que parfois, partir en Erasmus, ça vous fait vous rendre compte de certaines choses, que ce soit au niveau de vos études, de vos aspirations, de votre projet professionnel. Donc, moi, ça a été une expérience bénéfique à ce niveau-là, c'est-à-dire que d'un point de vue notes, études, etc., donc ça s'est pas passé comme prévu, mais moi, ça m'a permis vraiment de grandir et de mûrir mon projet professionnel, puisqu'après, j'ai décidé donc de me réorienter donc à l'université Paul Valéry. Donc voilà, mon projet peut-être, enfin, mon parcours Erasmus n'est peut-être pas classique, mais en tout cas, il m'a beaucoup servi et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler un petit peu des expériences qu'on peut avoir. J'aimerais qu'on insiste quand même sur ce point, ce learning agreement, ce contrat tripartite que vous signez donc entre l'établissement d'accueil, l'université du pays qui vous reçoit également. C'est ce qui va permettre par la suite de valider le diplôme. Donc ça veut dire que c'est un exercice à faire en amont. Il faut vraiment savoir quel type de cours on va trouver sur place pour avoir l'équivalent en France. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que d'abord, voilà, on est d'accord avec les professeurs, on essaye de choisir une destination qui nous correspond. Donc moi, voilà, j'ai choisi l'Espagne puisque c'est quand même un pays qui m'attire et je préférais ça à l'Écosse ou l'Allemagne, par exemple. Sachant que c'est pas parce qu'on part dans un pays comme l'Espagne, le Portugal, etc., qu'on ne parlera pas anglais. Sachez que vous avez plusieurs nationalités, donc vous parlez forcément anglais. Et donc moi, j'ai choisi cette destination et en allant dans une université, donc il y a l'université partenaire, il faut se renseigner sur le catalogue des formations. Un petit peu comme là, bon, je suppose que vous allez bientôt avoir Parcoursup, etc. Mais normalement, vous vous renseignez un petit peu sur les formations qu'il va y avoir, les cours qu'il va y avoir, etc. Mais en fait, vous faites la même démarche, mais pour une université à l'étranger. Et donc, vous regardez les cours en essayant de voir qui correspondent au maximum avec les cours que vous suivez actuellement en France. Donc, c'est une espèce de compatibilité qu'il faut faire. C'est pas très difficile, surtout que vous êtes bien accompagné aussi dans ce cheminement-là. Bien sûr, une fois que vous choisissez les cours, ça doit être validé ou pas. Et donc, ça doit être validé par l'université d'accueil et l'université d'envoi. Donc, celle qui nous envoie, c'est celle de France, et celle qui nous accueille, c'est celle qui est à l'étranger. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette compatibilité-là. Et après, vous faites à peu près les mêmes cours. Donc, la manière d'enseigner sera peut-être différente. Mais en tout cas, dans les bases d'enseignement et les bases que vous voyez en France, c'est à peu près la même chose. Donc, moi, je n'étais pas perdue quand je suis arrivée en Espagne, dans l'université. Il y avait des enseignements que j'avais déjà vus. Après, il y en avait peut-être des nouveaux, mais c'est comme tout. Comme quand on commence une nouvelle formation en France, on apprend aussi des nouvelles choses. Donc, c'était pas non plus très différent. Il y a un point auquel se préparer qui est important, c'est potentiellement le mal du pays. Ça vous est arrivé. Vous avez des conseils pratiques à donner. Vous vous êtes investi dans le milieu associatif, je crois. C'est ça. Alors, moi, quand je suis arrivée, j'ai eu un petit peu, voilà, donc on va dire, oui, comme un peu de tristesse, etc. Enfin, c'est pas toujours facile, on va dire, de partir de chez soi. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de sortir de sa zone de confort, mais des fois, ben, voilà, c'est un peu plus que ce qu'on s'attendait. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, voilà, sortir, puisque des fois, on a envie de s'isoler, et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Il faut sortir, rencontrer du monde, et pourquoi pas, pour le début, rester avec des personnes qui nous correspondent. Donc, moi, j'étais avec des Français au début, puisque voilà, la France, vous voyez, quoi. Donc, c'est important d'être avec des personnes qui nous correspondent et qui savent un petit peu nous accompagner. Et puis comme vous êtes avec plein d'étudiants internationaux, ils ont le même parcours que vous et la même chance que vous. Donc ça, et après oui, moi je me suis mise dans le milieu associatif parce que c'était important pour moi de
donner de mon temps, de me sentir utile et d'être avec des personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi. Donc ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai pu donner de mon temps et puis voilà, profiter des moments de façon plus intense aussi. En tout cas, malgré ces aléas, vous gardez un super souvenir de cette expérience et vous envisagez même de repartir prochainement? Voilà, c'est ça. Donc, comme on l'a mentionné, quand on part, donc moi je suis en master, on peut aussi partir en mobilité et c'est plus pratique pour moi, par exemple, de faire un stage. Et j'envisage notamment de pourquoi pas faire un stage ou alors après mes études de partir pour une mobilité non scolaire. C'est aussi possible de faire des volontariats, etc. Donc c'est quelque chose que j'envisage aussi puisque partir à l'international, c'est vraiment une façon de profiter vraiment plus intensément, j'utilise beaucoup ce mot, mais c'est vrai, des opportunités dans les pays ou même des cultures. Maëlia, vous n'avez pas vécu du tout les choses de la même manière. Je le rappelle, vous êtes donc partie en Écosse de septembre à décembre 2024. C'était donc dans le cadre de votre troisième année de BUT Chimie. En quittant vos repères, vous aviez quand même une certaine appréhension, mais finalement, vous me disiez que tout était fait sur place pour faciliter les rencontres. Vous aviez d'ailleurs un logement qui vous était fourni sur place par le biais de l'université. Et quand on fait le bilan de votre expérience, vous dites que 4 mois, finalement, ça passe trop vite. C'était super court. On en parlait tout à l'heure. À peine arrivé, en fait, c'est déjà décembre et il faut repartir. Ouais, j'aurais vraiment aimé rester plus longtemps. Et puis, oui, on est vraiment très bien accueillis. L'université, elle faisait tout, et même en amont, que ce soit l'université d'accueil ou l'IUT, dès que j'avais un problème, j'envoyais des mails. J'ai envoyé je sais pas combien de mails à l'université en Écosse parce que j'avais des appréhensions et j'étais un peu stressée de comment ça allait se passer. Et on m'a toujours répondu, les réponses étaient toujours très claires. Et en arrivant, au final, ça allait. On était vraiment guidés. Il y avait toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. Toujours quelqu'un pour nous aider. En plus, j'ai eu de la chance. La personne qui m'aidait parlait français. Donc ça m'a vraiment aidé là-dessus aussi. Surtout quand j'avais des problèmes un peu plus spécifiques, je pouvais pas trop expliquer en anglais parce que le vocabulaire demandé était vraiment très poussé. Et puis vous étiez en Écosse, et en Écosse, il y a un accent quand même assez particulier. Hein. C'est pas l'anglais scolaire comme on peut le pratiquer. Ouais, l'accent était dur, mais pour ça, ça allait parce que en général, les gens, ils entendaient mon accent et du coup, ils se disaient bon, on va faire un effort, on va parler plus lentement. Ou quand je demandais de répéter, ils répétaient. Les professeurs, même pendant les cours, à la fin des cours, ils allaient me voir, moi et une autre étudiante, parce qu'on était 2 étudiantes en fait françaises dans cette formation-là à ce moment-là. Et ils allaient nous voir à la fin des cours pour vérifier qu'on avait bien tout compris. Dès qu'on avait des questions, ils parlaient plus lentement. Franchement, d'un point de vue accompagnement, on n'était vraiment pas laissés seuls. Et c'est ça vraiment que j'ai apprécié. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant apprécié ce semestre à l'étranger. Vous auriez pu choisir la facilité, par exemple partir en Belgique. Finalement, vous avez choisi de vous challenger et d'aller en Écosse, puisque vous me disiez notamment que dans votre futur secteur d'activité, la recherche, il est également difficile de s'affranchir de l'anglais. Donc ça paraît important, suivant la voie professionnelle pour laquelle on va opter, de réfléchir à cet aspect. Ouais. Alors, la Belgique, c'était vraiment un choix de facilité pour moi, dans le sens où en 2e année de BUT, donc en chimie, on a quelque chose qui s'appelle le BIP, et c'est une semaine d'échange entre plusieurs universités, et c'est un peu comme un échange scolaire qu'on a quand on fait des langues au collège et au lycée, où il y a certains étudiants des UT de France qui vont en Belgique et en Allemagne, et certains étudiants de Belgique et d'Allemagne qui viennent en France, et ça tourne sur 5 universités, enfin 2 IUT et 3 universités. Et moi, j'étais partie en Belgique. J'avais eu la chance d'être sélectionnée pour partir pour la semaine à Bruxelles. Et à cette semaine-là, enfin pendant cette semaine-là, il fallait monter un projet et un exposé en anglais. Et chaque université avait un projet différent. Je sais qu'à l'IUT de Montpellier, c'était en 3 minutes. Fallait faire un petit exposé en 3 minutes. À Bruxelles, c'était différent. Et donc, rien que le fait d'avoir déjà découvert cette université-là, quand j'ai vu qu'elle a été proposée aussi pour le départ en Erasmus, j'aurais pu la choisir parce que je la connaissais déjà. Je connaissais déjà les démarches, mais je me suis dit que l'Écosse était déjà un moyen de perfectionner mon anglais.
de découvrir un autre pays et d'une autre manière que justement le tourisme. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant aussi. Et puis d'un point de vue d'autonomie aussi, je voulais vraiment me challenger et me prouver que j'étais suffisamment autonome pour me débrouiller toute seule dans un autre pays, dans une autre langue, dans une autre culture. Quel est le rythme concrètement, puisque les étudiants étrangers qui viennent suivre leurs études en France trouvent que c'est assez soutenu, qu'on a énormément d'heures de cours ici. Comment ça se passe dans les pays que vous avez justement fréquentés? Alors, pour ma part, franchement, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'heures de cours. En chimie, j'en avais beaucoup parce qu'il y avait des heures de TP, mais j'avais cours peut-être 3-4 heures par jour. Et une fois que les TP étaient finis, j'avais cours 3 heures le lundi, mardi, mercredi. Et après, j'avais plus cours. Et au début, c'est un peu un piège parce que la charge de travail personnelle, par contre, il y en a beaucoup plus qu'en France, je dirais, parce que comme on a plus de temps en autonomie, les rapports demandés, ils sont demandés avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus poussés. Mais c'est un mode de fonctionnement que j'ai apprécié et au bout d'un moment, on s'y fait. Et puis j'ai préféré parce que, comme on en parlait, on en profite aussi pour visiter le pays. Et le fait d'avoir ce week-end de 4 jours, en fait, même si on a du travail personnel, on a le temps de partir et peut-être, je sais pas, faire un séjour de 3 jours et où le matin on préfère travailler et avancer ses rapports et l'après-midi on peut visiter. Et j'ai personnellement beaucoup apprécié ce mode de fonctionnement-là. Vous avez déjà envie de repartir, je crois, Maëlia d'ailleurs. Ouais. Puisqu'on peut partir à plusieurs reprises au cours de ses études, il faut le préciser. Ouais, j'aimerais vraiment repartir. J'avoue que là, pour mon stage, du coup, je suis en stage à Clermont-Ferrand. J'aurais pu partir à l'étranger, j'ai préféré rester ici, en France. Mais pour le coup, partir à Clermont-Ferrand, après être partie en Écosse, changer de ville en France, ça m'a semblé vraiment hyper simple et pas du tout challengeant. Alors que l'année dernière, pour mon stage de BUT2 que j'ai fait à Montpellier, rien que réfléchir à changer de ville en France, j'étais un petit peu paniquée. Alors que là, c'est bon, c'était simple. Et je réfléchis déjà à faire déjà à poursuivre mes études pour un master si je peux. Et si je peux faire une année à l'étranger ou juste un stage. Alors, c'est une bonne transition. Justement, j'aimerais que nos intervenants nous expliquent le processus pour le stage, puisqu'il est un peu différent justement de celui d'un parcours d'études classique. Comment ça marche quand on veut partir pour trouver une entreprise notamment? Alors en effet, il est possible de choisir de faire son stage à l'étranger. Donc vous pouvez tout gagner si vous choisissez de faire vos stages de BUT2 par exemple à l'étranger, plus un semestre d'études à l'étranger en but 3, vous avez quasiment 1 an à l'étranger. Alors pour la recherche de stage, c'est comme pour le stage en France. La recherche, elle incombe à l'étudiant de faire sa recherche, mais rassurez-vous, il y a des outils et des choses préexistantes qui peuvent vous aider à trouver un stage. Au niveau de l'IUT, par exemple, vous avez l'équipe enseignante. Ce sont majoritairement des enseignants-chercheurs ou juste enseignants qui ont des opportunités de stage dans des laboratoires, par exemple, notamment pour génie biologique ou chimie, par exemple. Également, nous, en place à l'IUT Montpellier 7, au Bureau des Relations Internationales, on a créé un guide du stage qui reprend un certain nombre de sites web préexistants. Vous avez France Travail maintenant qui a une partie internationale. Vous avez toutes les plateformes comme LinkedIn, Viadeo, etc. Et il y a aussi un site, peut-être dont Clara parlera par la suite, mais ESN aussi international, a une plateforme qui s'appelle Erasmus Intern et qui vous permet de trouver un stage aussi en Europe. On reçoit également au niveau du Bureau des Relations Internationales parfois des offres qu'on transmet aux étudiants. Et aussi, on répertorie les offres de stage, enfin les stages où sont allés les étudiants les années précédentes. Donc pour des questions de respect des coordonnées personnelles, on ne pourra pas vous donner le nom de la personne qui a recruté, mais on peut vous donner le nom des entreprises ou des laboratoires dans lesquels sont allés les étudiants. Et c'est déjà une bonne base, je trouve, pour trouver un stage à l'étranger. Vous-même, vous étiez partie à Malte lorsque vous étiez étudiante pour effectuer
un stage en entreprise? C'est ça, ça me paraît très lointain puisque c'était en 2014. J'ai effectué un stage à Malte pendant 3 mois. Alors moi, j'ai choisi un petit peu la facilité puisque je suis passée par un organisme de placement de stage à l'étranger que j'ai payé, mais qui m'a permis de trouver un logement, mon stage. Par contre, les amis que j'ai rencontrés, que je côtoie toujours actuellement, je les ai pas payés. Mais voilà, c'est vraiment une expérience que je recommande. À Malte, c'est la même chose que pour les étudiantes. Moi, c'était vraiment un contexte particulier en entreprise, mais l'équipe était multiculturelle. Il y avait des personnes indiennes, syriennes, anglaises, françaises. C'était vraiment au quotidien des échanges en anglais, mais avec des personnes venant des 4 coins du monde, donc c'était vraiment enrichissant pour ma part. Et c'est un autre niveau d'autonomie, je trouve aussi le stage à l'étranger, puisqu'il n'y a pas d'équivalent bureau des relations internationales sur place. On est vraiment pas laissé tout seul, mais presque. Et ça pousse un petit peu plus à se donner un petit coup de pied aux fesses, on va dire, pour rencontrer des personnes, pour sortir, etc. Voilà. Christophe, parlons de l'aspect financier, puisqu'il existe des aides à la mobilité internationale. Ça s'appelle notamment Erasmus+ pour l'Europe. Il y a aussi la bourse Fulbright pour les campus américains, le chèque Eurocampus, le chèque coopération, les aides qui sont délivrées également par la région. Expliquez-nous finalement comment ça marche et qui peut en bénéficier. Alors en effet, il y a toute une série d'aides à la mobilité. Pour une université, en fait, il y a 3 aides principales. La première, c'est le programme Erasmus+, que vous touchez dès lors que vous faites une mobilité dans un pays du programme Erasmus+. Le deuxième type d'aide, c'est celle que met en place la région Occitanie. C'est un dispositif qui s'appelle Move Occitanie. Et donc les universités ont des bourses de la région à allouer. Et enfin, des aides du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour les étudiants boursiers. En fait, les aides dont vous allez bénéficier, ça dépend de plusieurs critères. Mais en fait, si vous allez sur Erasmus, en général, vous allez toujours toucher la bourse Erasmus, plus la bourse du ministère si vous êtes boursier. Sachant que si vous êtes boursier, votre bourse de départ du Crous, quand vous êtes en France, est maintenue pendant votre mobilité. Ce qui fait que là, dans ce cas-là, ça peut vous permettre en fait de bénéficier de 3 aides cumulées. La bourse Crous habituelle, la bourse Erasmus et la bourse du ministère dédiée aux boursiers qui partent à l'étranger. Ça représente quoi en termes d'enveloppe, à peu près ? En termes d'enveloppe, ça peut aller jusqu'à, là dans ce cas de figure que je viens d'évoquer, la bourse Erasmus plus la bourse du ministère pour les boursiers qui partent à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 600 €. Voilà. Après, les montants peuvent être modulés selon là où vous allez, parce que dans Erasmus, selon le coût de la vie dans le pays, eh bien la bourse va être modulée. Et ça peut être modulé par la durée certaines fois. C'est-à-dire que voilà. Après les détails, vous les verrez le moment venu dans quelques années, parce que c'est aussi des programmes qui changent d'année en année. Attention en revanche au délai de versement qui est souvent en décalage justement avec la période d'immersion, puisque Maëlia et Clara me disaient qu'elles avaient perçu après un certain laps de temps, 3-4 mois après, finalement, l'immersion pour Maëlia, c'était carrément à son retour. Alors justement, Christophe, quel budget un étudiant doit-il prévoir, puisqu'il faut quand même mettre des sous de côté avant de partir et anticiper, suivant les destinations notamment, puisque j'avais vu qu'il fallait environ 15 à 20 000 € pour les États-Unis ou le Canada. Est-ce qu'on est dans ce type de montant ? Et qu'est-ce qu'il faut pour l'Europe également ? Alors, en fait, ce qui est certain, c'est que le plan, je disais tout à l'heure, partir en mobilité, c'est construire son projet. Et dans le projet, il y a l'aspect financier. C'est sûr que ça doit être anticipé. Les aides financières que j'ai évoquées, ce ne sont que des aides. Elles ne prétendent jamais à garantir qu'avec ces aides-là, vous pouvez tenir tout votre séjour à l'étranger. Donc ça, c'est à vous de faire le plan de financement en fait quand vous partez. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'en le faisant, on développe une compétence de gestion financière. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose d'intéressant, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que en fait, certes, vous avez droit sur votre année de mobilité, par exemple, à tant de bourses, sauf que pour verser la bourse, il faut que l'université sache que vous êtes arrivé. Donc, il faut déjà que vous soyez sur place, que vous faites tamponner un document, vous l'envoyez, et après, il y a tout un processus administratif qui prend au moins 1 mois. En fait, nous, quand les étudiants partent, on leur dit, votre bourse, vous la toucherez qu'au bout de 2 mois de mobilité. Et on s'y engage et globalement, ça fonctionne. Ce qui signifie que pendant les 2 premiers mois de mobilité, en fait, c'est vous qui devez prévoir des ressources suffisantes, qui vous sont propres,
pour tenir les 2 mois, sachant que c'est à l'arrivée dans le pays sur place que vous avez le plus de coûts. Vous avez les frais de logement intermédiaires, le temps de trouver votre logement fixe, les frais de dossier souvent pour rentrer dans le logement, des frais d'équipement parce que vous partez rarement avec votre couette et votre matériel de cuisine. Donc tout ça, il faut le racheter sur place, etc. Donc ça se prépare, ça s'anticipe. En fait, ça peut paraître gros comme ça, mais si on le sait et qu'on l'anticipe, eh bien, il y a plein de dispositions que vous pouvez faire. Je sais qu'il y a des étudiants qui travaillent beaucoup l'été et les étés avant de partir pour être sûr d'avoir ce montant-là. D'autres se font aider par leur famille. Certains font le choix d'un prêt étudiant pour ça et qui ensuite ils s'organisent pour pouvoir le rembourser par la bourse. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'au 2e mois de bourse, là, vous touchez 80% de votre bourse sur l'année. Donc en fait, il faut tenir les 2 premiers mois et après, d'un coup, vous avez quasiment la totalité de votre bourse sur tout le séjour. Et là, voilà, une fois le cap franchi, ça va mieux. Un autre point aussi qui est important, dans le plan de financement, il faut aussi se projeter en fonction du coût de la vie sur place. Alors c'est sûr, beaucoup d'étudiants veulent aller dans les capitales parce que les capitales, c'est là où il y a plein de choses à voir, etc. Mais c'est aussi là où la vie est la plus chère dans le pays. Et une stratégie peut être d'aller dans des villes qui sont moins cotées, qui ne sont pas les capitales et où le coût de la vie va être moindre. Mais par contre, la bourse qui va vous être versée, elle va être la même. Et donc c'est là que ça devient intéressant, que ça donne plus de marge financière. Est-ce qu'on peut également envisager d'avoir un job étudiant sur place? Est-ce que c'est autorisé? Au niveau européen, oui. Dans les pays non européens, ça dépend du permis de travail que vous avez. Mais en général, si c'est possible, oui, bien sûr, vous pouvez le faire et c'est une manière de compléter vos revenus. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été préparées justement par les lycéens de Victor Hugo. Un micro va circuler dans la salle. Je vais vous demander justement de commencer peut-être à lever la main pour ceux qui souhaitent se prêter à l'exercice et parler en public. Peut-être une autre question en transition. Christophe, vous teniez à insister sur un point important, c'est qu'on peut envisager de partir lorsqu'on est en situation de handicap, puisqu'il y a des accompagnements, il y a des dispositifs spécifiques. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein finalement à une éventuelle envie. Oui, tout à fait, c'est possible. Et quel que soit le type de handicap, c'est-à-dire y compris un handicap moteur, par exemple. Nous, à l'Université de Montpellier Paul Valéry, on a envoyé plusieurs étudiants ces dernières années qui étaient en fauteuil roulant motorisé, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en fauteuil roulant absolument tout le temps. C'était des étudiants quand même qui avaient besoin d'aide pour leur vie du quotidien, au-delà du déplacement. Et on a préparé leur projet de mobilité très en amont, en listant bien leurs besoins, en contactant l'université partenaire où ils voulaient aller pour vérifier que cette université était bien en capacité de les accueillir, et ensuite en demandant une aide complémentaire à l'agence Erasmus pour couvrir justement ces aides à domicile, par exemple, qui ne seraient plus prises en charge par la sécurité sociale française puisque ce n'est plus en France. Et là, pareil, c'est un plan de financement, mais là, pour le coup, les étudiants sont accompagnés par l'université. Et en fait, ils ont été accompagnés à la fois financièrement, mais aussi par les universités qui se sont beaucoup impliquées pour s'assurer que l'étudiant était bien pris en charge. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'un des étudiants qu'on a envoyé est reparti l'année suivante en stage, malgré son handicap. Donc en fait, il fait partie de nos étudiants qui est le plus parti désormais en mobilité Erasmus. Alors, est-ce que nous avons des volontaires dans la salle pour poser éventuellement une question ? Une main se lève. Bonjour. Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que je peux partir avec un autre élève? Est-ce que je peux partir avec un autre élève? C'est ça votre question? Oui. Alors oui, il est possible de partir avec un autre élève, ou même plusieurs. Après, à savoir qu'au niveau des accords de partenariat qu'on conclut avec d'autres universités à l'étranger, on a des quotas de places. Donc il peut arriver qu'on n'ait qu'une seule place, par exemple, pour une université partenaire, donc il ne sera pas forcément possible de partir avec son copain ou sa copine. Et après, le but aussi, comme les filles l'expliquaient, c'est aussi de vous challenger et de partir en dehors de son cercle social préexistant et de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, c'est possible, en effet, si vos deux dossiers sont acceptés, de partir sur la même destination.
Bonjour, alors c'est surtout au niveau du logement que je pose cette question. C'est-à-dire qu'on peut chercher, mais est-ce que vous proposez par exemple pas des cohabitations, mais je veux dire vivre avec d'autres personnes, vivre avec d'autres étudiants, si certaines universités le proposent, si c'est pas dans le privé, je veux dire. Alors, si la question c'est est-ce qu'il y a des résidences Crous, par exemple, dans les universités à l'étranger? Donc il n'y aura pas d'équivalent Crous à proprement parler à l'étranger, puisque le Crous c'est quelque chose de national et français. Il peut arriver que certaines universités partenaires aient des résidences étudiantes, et à ce moment-là vous proposent des places. Mais ce n'est pas un dû. Voilà, il peut arriver que ce soit à vous de rechercher un logement. L'université peut également vous donner des pistes. Ils ont parfois des organismes avec lesquels ils passent ou des particuliers avec lesquels ils passent. Nous, les conseils qu'on donne, et je pense que ça sera le même pour Paul Valéry, mais c'est de rien verser avant de partir. Il peut y avoir des arnaques et vous pouvez vous retrouver sans rien sur place. Donc, vaut mieux peut-être arriver 1 ou 2 semaines avant et faire sa recherche sur place, ou alors contacter les anciens étudiants également. Je ne sais pas si Christophe veut compléter. Non, mais en effet, par rapport à ce que vous évoquiez, des colocations ou quoi, en fait, ça, ce sera à vous de l'organiser. Il y a des plateformes qui vous mettent en relation. Et en fait, c'est ce que disait Stéphanie, c'est sur place souvent que vous allez pouvoir bien mettre en place ces logements. Souvent, ce qui se passe en mobilité, en effet, si vous pouvez arriver 2 semaines avant et vous prenez une auberge de jeunesse, et ça vous permet pendant 2 semaines d'être stabilisé sur place et d'aller rencontrer. Et c'est là, en fait, que vous pouvez vraiment avoir le plus de possibilités d'hébergement et de choisir celle qui vous convient le mieux. À distance, c'est toujours difficile. Le but de se dire je règle ça avant de partir, comme ça quand j'arrive je suis tranquille, ça peut être une fausse sécurité parce que vous avez l'impression d'avoir quelque chose, mais en fait vous ne savez pas exactement ce que vous avez juste eu des photos, voilà. Donc ça, il vaut mieux accepter l'insécurité de partir sans avoir stabilisé son logement et une fois sur place de vraiment s'engager sur la réservation d'un logement, en colocation, en appartement, ce que vous choisissez. Alors nous avons reçu une question via le chat qui concerne justement les frais de scolarité. Puisqu'on va partir, on l'a dit, avec un statut d'étudiant, est-ce qu'on va dépendre donc du coup de son université ou de son établissement d'origine ou de celui du pays dans lequel on va s'établir? Et puis concernant ces fameux frais de scolarité, est-ce qu'on doit les payer, on paye ses droits d'inscription à l'université d'origine ou à celle du pays dans lequel on sera implanté? Alors, quand c'est une mobilité d'échange dans le cadre de vos études, la règle, c'est que vous payez les droits d'inscription dans votre université d'origine. En fait, la mobilité n'a pas d'impact en soi sur vos frais d'inscription. Vous payez vos frais d'inscription dans l'université d'origine et vous êtes exonéré des frais d'inscription dans l'université partenaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on fait exactement la même chose avec les étudiants de l'université partenaire qui viennent chez nous. C'est justement ce qui permet de neutraliser une éventuelle différence entre les coûts d'inscription. C'est ce qui fait qu'un étudiant de l'université de Montpellier, Paul Valéry, peut aller étudier une année à Cambridge pour les quelques centaines d'euros qu'il paye en France à son inscription. Alors que les frais d'inscription à Cambridge, on rajoute quelques zéros. Je sais que l'exercice en public n'est pas toujours facile, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me faire un signe. On va faire circuler le micro. Un volontaire. Si je vais en Erasmus pendant 1 an et qu'au bout de 3 mois, genre, j'ai plus envie de rester dans le pays, je peux partir ou pas? Alors, vous êtes libre hein, quand vous êtes en mobilité, donc vous faites littéralement ce que vous voulez. Oui, c'est possible. Alors, c'est intéressant, vous disiez le 3e mois, parce que clairement, il y a les mécanismes qui vont se jouer pendant la mobilité sont assez communs à la majorité des étudiants. Pendant les 2 premiers mois, c'est la phase d'extase, c'est l'euphorie, mais littéralement. Hein. Bah, d'ailleurs, la musique et tout, voilà, je sais pas si c'est volontaire, mais c'est vraiment voilà, c'est la phase complètement euphorique. Et après, surtout si vous partez à l'année, après on arrive sur le mois de novembre, qui est un mois, quel que soit le pays, en tout cas dans l'hémisphère nord, un peu plus difficile. Et il se trouve que c'est le moment où vous n'allez plus découvrir chaque jour des choses nouvelles. Et là, il va y avoir une phase psychologiquement, un creux de la vague, en fait. Et donc, bien sûr, vous pouvez choisir de rentrer. Maintenant, nous, ce qu'on vous encourage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. À ce moment-là, c'est de mettre en œuvre tout ce que vous pouvez pour vous accrocher à votre mobilité et trouver des bonnes raisons de rester, en fait, et de passer ce cap. Voilà. Forcément, il va y avoir un moment où vous allez avoir le mal du pays, vous allez un peu moins, vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi je suis là? Et ben, c'est là, finalement, c'est important à ce moment-là de pouvoir en parler.
à des amis de sortir, du coup, d'aller en parler aussi à l'université partenaire, de nous contacter, nous, votre université d'origine, parce que le fait d'en parler, déjà, ça permet de faire baisser la pression et puis de vous dire qu'en fait, peut-être, tout n'est pas si mal et que ça vaut le coup de rester. Et l'expérience, par contre, c'est qu'une fois qu'on a franchi ce cap et qu'on a réussi à rester, ben là, c'est fantastique parce qu'on se dit, ben là, je me pose plus la question. J'ai réussi à rester, je vais jusqu'au bout. Et à la fin, même d'un an, ben, on a souvent même plus envie de partir, en fait. Clara, je vais vous demander de vous saisir du micro et de nous parler de l'Erasmus Student Network, une association dont vous étiez encore présidente il y a quelques semaines et que pourront finalement cette association solliciter par la suite les lycéens pour obtenir davantage d'informations. Vous me disiez, on a beaucoup d'étudiants qui nous contactent pour se renseigner sur les démarches, mais finalement il y a un décalage entre l'aboutissement et l'envie. Alors pour quelles raisons ? Alors, tout d'abord, j'aimerais juste parler de Erasmus Student Network pour vous dire que c'est une association qui est née du programme Erasmus+, et qui en fait vous permet aussi d'être accompagné. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des universités, etc., mais en fait sur place, vous allez être accompagné de plusieurs façons, et ça peut être aussi avec des associations étudiantes. Donc, par exemple, moi, je suis membre de Erasmus Student Network, donc ici, moi, j'accueille les étudiants internationaux qui viennent étudier à Montpellier, mais par exemple, vous pouvez très bien avoir un Erasmus Student Network à Berlin, et si vous allez à Berlin, vous pouvez tout à fait contacter cette association pour être accueilli sur place, que ce soit pour d'autres activités extrascolaires. Bon, ceci fait, donc nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux, donc par exemple d'Allemagne, etc., qui nous contactent ici à Montpellier parce qu'ils sont curieux de venir étudier à Montpellier, ils nous posent certaines questions, et pourtant, des fois, ils vont pas aboutir, ou alors à l'inverse, on a des étudiants français, donc peut-être comme vous, qui avaient un projet de mobilité et qu'au final, ils n'aboutissent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a plusieurs choses, en fait, à prendre en compte. Il y a la différence de culture, il y a la langue qui peut être différente, il y a la température, hein, aussi, des fois, on veut juste pas aller dans le nord parce qu'il fait trop froid, c'est une des raisons aussi. Mais parfois, il faut juste aussi se rassurer et se dire qu'il faut connaître un petit peu ses limites. C'est-à-dire, est-ce que moi, ma limite, c'est de partir peu de temps, longtemps ? Et en fait, c'est aussi une découverte de soi, monter ce projet et de se dire, voilà, ma limite, moi, c'est je veux pas parler anglais trop longtemps. Donc, par exemple, je vais aller en Belgique. Donc, déjà, aller en Belgique, c'est une sécurité dans le sens que je reste proche de la France, mais en même temps je sors de ma zone de confort. Donc vous voyez, des fois on dit partir à l'étranger, c'est vraiment se challenger, mais des fois il faut se challenger à certains niveaux. On n'est pas obligé de se challenger à tout point de vue. Donc c'est aussi ça, d'apprendre à se connaître et de savoir ben voilà, moi je veux partir que 6 mois parce que 1 an ça fait trop, ou je veux partir 3 mois dans le cadre d'un stage parce que sinon ça fait trop, j'ai envie de parler que espagnol parce que je parle déjà cette langue et donc dans ces cas-là je vais en Espagne. Des fois on n'a pas besoin de partir très loin, on peut très bien partir à Barcelone, on se rend pas compte mais on est juste dans un autre pays, on a quelques heures de Montpellier, donc on est quand même rassuré. Voilà, moi par exemple j'ai fait le choix de partir en Espagne aussi parce que c'est un pays que je connais, j'avais de la famille sur place, donc ça m'a permis aussi d'avoir un pied à terre sur place. Donc le challenge il est important, mais c'est à vous de doser ce challenge-là aussi. Donc, c'est possible. C'est pourquoi on dit que c'est un projet à peaufiner et un projet personnel pour chacun. On est quand même à une époque où ça devient plus facile peut-être de voyager qu'il y a quelques années, notamment grâce aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Il existe également des communautés, des groupes Facebook qui simplifient la recherche de logement et le partage d'infos. Alors comme on arrive bientôt au terme de cet échange, avant de conclure, j'aimerais que chacun des intervenants puisse finir en vous donnant une indication peut-être pour vous convaincre, vous donner envie de partir par la suite via la mobilité internationale. Du coup, moi, honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Juste, c'est vraiment une expérience géniale qu'on peut pas vivre une fois nos études finies parce que c'est vraiment dans un système d'études. Et personnellement, je trouve que les études supérieures, c'est un moment très particulier. Et le fait de le vivre à l'étranger, ça rajoute quelque chose de plus particulier. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable d'y aller, d'être entouré de gens qui ont le même âge que nous. On pense qu'on part, qu'on est tout seul. Moi, je pensais que j'allais être toute seule française dans mon coin. Au final, on était une quinzaine, une vingtaine de Français, des centaines d'étudiants en Erasmus ou même d'autres continents. Donc, au final, on n'était pas tout seul. Ouais, c'est quelque chose que je recommande vraiment à faire. Et puis, pareil, on est toujours aidé par l'université de départ, l'université d'accueil. Je disais que c'était pour challenger notre autonomie, mais au final, si vraiment on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui va répondre à nos questions. Clara ?
Alors moi, pour vous convaincre, j'ai envie de vous dire que des fois les études supérieures, ça peut sembler long selon ce qu'on fait. Donc on n'est pas obligé de faire des études longues, mais il y en a qui voudraient le faire. Et en fait, de partir à l'étranger, déjà, ça fait une coupure, et tout en continuant notre cursus, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et surtout que quand vous commencez à vivre votre vie étudiante, donc là vous êtes encore mineur, me semble-t-il, mais quand vous allez découvrir la vie étudiante, vous allez voir c'est très euphorique, etc. Et de la vivre à l'étranger, c'est encore mieux. Et parfois même, quand on arrive à la fin de nos études, on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément travaillé de par nos études, alors qu'en fait, juste le fait d'être allé à l'étranger, d'avoir montré cette capacité d'adaptation, même de s'être ouvert à d'autres cultures, etc., ça parle de vous. Donc ce n'est pas une expérience professionnelle en soi, mais ça va vous aider dans le monde professionnel, ce qui a été notamment mon cas. Et vraiment, c'est cette richesse-là, voilà, j'ai envie de dire que c'est une expérience riche à tout point de vue, parce que vous allez acquérir beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, et surtout si vous aimez le voyage, sachez que comme vous rencontrez des personnes de partout de l'Europe et partout dans le monde, ça fait des voyages moins chers par la suite, si je peux me permettre. Donc voilà, profitez de cette expérience, et surtout que vous êtes vraiment accompagné. C'est pas du tout pareil que quand vous faites un voyage, c'est-à-dire que là, si vous planifiez de faire un voyage tout seul, etc., c'est vous, vraiment, vous êtes autonome, alors que sur place, vous êtes vraiment accompagné par d'autres étudiants, par des associations, par l'université, donc c'est vraiment un confort qu'il faut se saisir. Voilà, donc profitez-en. Christophe. Oui, alors moi j'aimerais préciser un point. On est dans une région, je le sais parce que j'en viens, où on dit non mais en fait, et vous l'avez dit tout à l'heure, Montpellier c'est bien, pourquoi j'irai à l'étranger? Pourquoi j'irai franchement en Écosse où il pleut alors que Montpellier franchement la plage, il fait beau, le 3/4 de l'année, etc. Mais si votre but justement c'est de rester dans la région et d'y faire votre vie professionnelle, eh bien partir à l'étranger, ça va vous donner des compétences qui vont vous permettre ensuite d'assurer votre insertion professionnelle dans la région. J'illustre ça comment? Par exemple, on est dans une région très touristique et notre région a besoin de gens qui sont capables de parler des langues étrangères, qui sont capables d'accueillir des gens d'autres pays parce qu'ils savent eux-mêmes ce que ça fait d'être dans un autre pays. Donc tout ça pour dire qu'une bonne raison de partir à l'étranger, c'est pas juste de se dire ben non mais moi je veux pas partir, je partirai jamais d'ici. On vous demande pas de partir pour toute la vie, mais une expérience à l'étranger, ça peut être un moyen aussi de mieux ensuite réussir sa vie professionnelle là où vous le voudrez, et y compris dans notre région qui est, j'en conviens, très agréable à vivre. Stéphanie, le mot de la fin vous revient. Je pense que tout a été dit globalement. Donc une nouvelle fois, vous serez accompagné du début jusqu'à la fin, donc c'est vrai que ça donne un certain confort, une certaine sécurité. Vous avez nos homologues sur place, même si c'est pour un stage à l'étranger, vous avez toujours en lien avec nous, avec vos enseignants. Et pour avoir vécu cette expérience aussi, vous allez gagner d'un point de vue professionnel, avec des compétences personnelles, etc. Et vous allez aussi gagner mais dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses. Donc c'est 100% gagnant pour vous de partir à l'étranger. Les invités présents en plateau vous l'ont dit à plusieurs reprises, la mobilité internationale dans le cadre de ces études supérieures confère donc pas mal d'atouts. C'est d'ailleurs ce qui ressort des différentes études et observatoires qui sont publiés par l'agence Erasmus+, qui démontrent que les jeunes qui ont effectué un séjour à l'étranger durant leurs études s'insèrent plus vite sur le marché du travail et ont des salaires plus élevés. On l'a dit, un séjour ça se prépare et ça s'anticipe. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations, je vous invite à consulter les tutos vidéo, les brochures accessibles depuis le site de l'Université Montpellier 3. Même chose du côté de l'UIT Montpellier 7 qui dispose de fiches de renseignements. Enfin, si vous souhaitez revoir ces échanges, sachez que ce direct live consacré à la mobilité internationale sera accessible en ligne via la chaîne YouTube de la plateforme Compass. Merci à tous les quatre pour vos témoignages. Merci à ceux qui ont assisté à ces échanges en présentiel et à ceux qui nous ont suivis en ligne. Bon courage à toutes et à tous dans vos démarches.